Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de notre nouvelle rubrique tutoriel. Quels seront les sujets qui vont être abordés? Et bien évidemment on parlera de reconstitution historique, on y parlera de conception et d'expérimentation de certains matériels, de certains objets, également de conception de certaines tenues pour certains événements, pour certaines classes sociales, et puis du maniement des armes, de certaines techniques, de différents concepts aussi de combat. Merci de me suivre. Comme vous l'aurez sûrement compris dans le titre de la vidéo, on parlera cette fois-ci de l'élaboration d'un fourreau des 9e au 10e siècle pour l'ère géographique de la Grande Moravie. Effectivement, je travaille depuis quelques mois sur la tenue d'un aristocrate de Grande Moravie, plus précisément de Mikulčice, qui est la capitale de la Grande Moravie, entre le 9e et le 10e siècle. On trouve à Mikulčice pas loin de 2500 tombes, dont 3 tombes africaines. Cette épée m'a été forgée par Wojtek. C'est un forgeron d'armes sportives et il faut savoir qu'il possède plusieurs gammes d'armes. Des épées avec des lames plus ou moins légères et plus ou moins fines. Celle-ci est une lame assez large, donc assez proche des réalités des standards historiques de l'époque. Tout d'abord, il faut savoir qu'en pratiquant le combat de reconstitution historique pendant plus de 12 ans, j'ai possédé plusieurs épées et donc plusieurs fourreaux. Mon tout premier fourreau, c'était un fourreau pour une épée Barbecues que j'avais acquéri au marché de l'histoire à Pontoise. À l'époque, j'en étais très satisfait. Aujourd'hui, avec du recul, nettement moins. Le fourreau que je vais le plus utiliser est certainement celui que mon ami Jack m'avait fait et offert à l'occasion du premier festival Ragnarok. C'était un fourreau qui est en cuir et uniquement en cuir. L'âme est en fait composée de cuir rigide qui permet que le fourreau ne se casse pas lors des chocs, ce qui est plutôt pratique pour le combat sportif. Alors celui-ci, je l'ai utilisé pendant 5 ou 6 ans, donc forcément il a vraiment vécu. Je ne peux plus l'utiliser puisque à force de coudre et recoudre le pontelet, le cuir est tellement abîmé qu'il est impossible à réparer. Quand j'ai réalisé moi-même mon tout premier fourreau, j'ai conservé le concept de Jake et j'ai moi aussi utilisé du cuir rigide pour faire l'arme de mon fourreau. C'est pratique puisque le fourreau ne casse pas effectivement. J'avais mis en plus à l'intérieur 10 cm de peau de lapin afin de pouvoir la graisser et que la lame soit continuellement graissée lorsque je la sors et que je la rentre. Bon, pour le bout, c'est pas terrible. Je m'étais inspiré d'une enluminure carolingienne, mais le résultat est franchement déplorable. On fera mieux pour cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Globalement, un fourreau le plus proche possible de l'historicité, qui résiste au combat. Lames seront donc en bois. Je possède déjà un fourreau avec une lame en bois. Un fourreau que m'avait fait Wojtek pour une épée relativement fine pour le combat. Effectivement, la lame étant très fine, le fourreau étant très fin, ne correspond pas tellement aux standards visuels des épées de cette époque. Je possède également 2 autres fourreaux avec une lame en bois. L'un pour mon costume franc du 11e et le second pour mon costume avare du 9e et 10e siècle. Ces 2 fourreaux sont des fourreaux que j'utilise régulièrement. Le premier, c'est mon ami Lothar qui me l'a fait, et au bout, on a une fibule de l'excellent Grizzly Art, un artisan que j'aime beaucoup. Et le second, le fourreau a été fait par Kvetun, un artisan russe très connu, et le sabre par Wojtek. Mais il me fallait à tout prix un nouveau fourreau pour mon épée de Mikulčice. Eh bien, procédons maintenant à la fabrication du fourreau. Il faut savoir que pour la toute première étape, j'ai triché. J'ai été simplement en Syrie acheter 2 planches de pin. Effectivement, à l'époque, on utilisait du bois plutôt léger pour la fabrication des fourreaux. Sur les conseils de mon ami Bartek, j'ai pris 2 planches de pin de 2 épaisseurs différentes. Une plus épaisse dans laquelle je vais creuser le lit pour la lame, et l'autre qui va la recouvrir. Toutefois, je tiens à saluer le travail de Gerald Denhamsborg. Vous pouvez aller le voir sur sa page perso, il a fait un reportage photo sur la fabrication de son fourreau, qui est un fourreau similaire au mien, un fourreau recouvert de lin, âme de bois recouvert de lin, collé, qui a été découvert en Norvège. Et alors, la particularité de son reportage photo, c'est qu'il fait tout de A à Z, c'est vraiment très intéressant, notamment ses planches. Il part d'une rhume de bois qu'il fend, qu'il travaille à la plane pour obtenir sa planche. Maintenant que j'ai acheté mes planches, qu'est-ce que je vais devoir faire? La toute première étape va consister à tracer la forme de l'épée sur la planche. Pour cela, je me munis d'un crayon de papier, mais vous pouvez très bien prendre un charbon. Il va alors suffire de placer votre crayon d'un côté de votre pouce ou de votre doigt, l'autre doigt sur la lame, et de garder tout du long le même espace lorsque vous allez tracer. Une fois la forme de l'épée tracée, j'ai fait la première erreur de commencer à creuser la lame, et de scier ensuite. Le bois ayant été fragilisé par la matière enlevée par le ciseau à bois, lorsque j'ai scié le fourreau sur sa longueur, il s'est fendu en deux.
J'ai donc dû recommencer. Cette fois-ci, j'ai commencé par scier le fourreau, puis ensuite le creuser. Pour le scier, j'ai utilisé ma réplique de ma scie de Mastermere. Une scie à main que j'ai utilisée pour scier la planche en deux, puis procéder à des encoches tout du long du fourreau. J'ai ensuite dégrossi celui-ci à l'aide d'un ciseau à bois, une réplique de Edebi. Pourquoi avec un ciseau à bois? Parce que j'étais en intérieur et que je voulais faire de petits mouvements. J'ai fait ça pour la première planche, ça m'a pris du temps, mais le résultat était plutôt propre. Pour la seconde planche, je suis sorti en extérieur et j'ai utilisé une hache ainsi qu'un scramazax afin de débuter le bois beaucoup plus rapidement. Lorsque j'ai fini de dégrossir les planches du fourreau, j'ai utilisé une plane de Edebi, très rapidement, pour simplement enlever le surplus et refaire bien lisse les arêtes. J'ai ensuite de nouveau utilisé mon ciseau à bois pour venir creuser le lit de l'épée. Cette étape a été la plus longue du processus, mais absolument pas la plus désagréable. Toutefois, attention, il vaut mieux prendre son temps et enlever la matière petit à petit, plutôt qu'être trop rapide, trop brusque, au risque de fragiliser le fourreau, voire de le casser et de passer à travers. Pour les personnes qui préfèrent la rapidité, bien évidemment, prendre des outils modernes. Une scie électrique vous simplifiera grandement les choses. Et pour creuser, à la place du ciseau à bois, je vous conseillerais la lime électrique. Ainsi, il vous suffira d'enlever la matière en faisant de simples allers-retours réguliers. Un jeu d'enfant. Une fois que le lit de mon épée était creusé, j'ai utilisé de la colle de poisson. Pourquoi de la colle de poisson? Parce que 1. C'est une colle historique et 2. C'est une colle qui a l'avantage de vraiment coller, voire même de vitrifier en séchant. À l'intérieur du fourreau, je place un morceau de lin de chaque côté, que je viens enduire de colle et que j'étale avec le pinceau. Là aussi j'ai triché, j'ai simplement pris un pinceau moderne. Puis je viens assembler le fourreau et le laisse sécher. Là aussi, j'ai utilisé des outils modernes, des serre-joints, mais vous pouvez avoir le même résultat avec des cordes et des bâtons. Une fois le fourreau sec, je me suis assuré que l'épée pouvait entrer et sortir, mais avec quand même un peu de retenue pour ne pas qu'elle puisse glisser du fourreau lors des mouvements. Une fois le fourreau assemblé, j'ai grossièrement taillé un pontelet de bois à l'aide de mon couteau. Je dis grossièrement parce qu'il est vraiment pas beau, mais comme il est caché dans le fourreau et qu'on ne le voit pas, moi, ça me va. J'ai donc collé le pontelet, puis j'ai recouvert le fourreau d'une couche de lin. À cette étape du procédé, le fourreau est encore très fragile, il s'agit simplement d'une couche de bois de pin. On va donc l'entourer d'une première couche de lin que l'on vient généreusement coller. N'hésitez pas vraiment à être généreux sur la colle à ce moment. Étalez-en partout et en grande quantité. C'est la trame du tissu aggloméré de colle qui va rendre votre fourreau résistant et solide. Comme le pontet n'était pas beau, j'ai modelé le lin en y ajoutant beaucoup de colle afin de donner une forme beaucoup plus harmonieuse. Puis une fois que la première face est sèche, retournez-le
et continuer de l'englober de lin. Puis j'ai pris des bandes de lin plutôt larges que j'ai imbibées de colle. Je les ai repliées sur elles-mêmes plusieurs fois afin d'obtenir des bandes de 1 cm de largeur. Je les ai ensuite disposées sur mon fourreau afin de former les motifs. Ce qui est intéressant dans cette étape, c'est que ces bandes de lin qui viennent entourer le fourreau rajoutent encore une fois de la solidité à l'ensemble. Enfin, il s'agit maintenant de recouvrir les motifs d'une seconde couche de lin qui vient solidifier le tout, l'homogénéiser. Dans cette étape, il faut bien prendre le temps avec un morceau de bois, là j'ai utilisé le manche du pinceau, pour conserver les volumes de votre fourreau en tirant le lin le long des reliefs. Enfin, on arrive à la pire étape, la plus compliquée des étapes de ce processus. Il s'agit de faire la terminaison du fourreau. Cette étape est primordiale quand on sait que le fourreau va heurter le sol, des éléments de décor, des troncs, des pierres, traîner dans la boue. Il faut donc que ce soit particulièrement solide. Aussi, on pourrait être dubitatif à l'idée que du lin puisse tenir ce rôle. L'avantage de la colle de poisson, c'est qu'il finit par se vitrifier, ça devient vraiment très solide et très lisse. Attention, lorsque vous mettez la seconde couche de lin, ne faites pas comme moi, ne mettez pas trop de colle de poisson. Allez-y couche par couche, laissez sécher, et si ça ne suffit pas, remettez des couches de colle. Ainsi, vous conserverez encore la texture du lin. Moi, j'en ai trop mis, et par endroits, il n'y a plus de texture de lin, il n'y a plus que la vitrification de la colle. Pour commencer, on va former une chaussette de lin que l'on va imbiber comme le reste des bandes. Cette chaussette, elle doit mesurer entre 1,20 m et 1,50 m, suivant le nombre de tours que l'on veut faire. On commence par coller la chaussette au bout du fourreau, sur 10, 15, 20 cm. Attention, cette étape est vraiment importante. Moi, je m'y suis repris à 3 fois. D'abord, laissez bien sécher la chaussette, car lorsque vous allez mettre une pression dessus, elle risque de se décrocher. Pourquoi c'est important de faire un premier tour du bout du fourreau avant de revenir en arrière, puis de remonter sur le fourreau. Désormais, le fourreau est presque terminé et il me reste bien sûr à créer le mode d'attache. Pour cela, j'ai regardé les différentes sources iconographiques de ce type de fourreau. On a beaucoup d'attaches verticales, on les connaît. Il est facile de dégainer à cheval, il est facile de dégainer derrière un bouclier. On a aussi plusieurs attaches horizontales. J'en avais jamais vu et j'avais envie d'essayer. Pour les sources historiques, j'en ai utilisé plusieurs. Tout d'abord l'iconographie. L'iconographie carolingienne regorge de ce type de fourreau. Il existe aussi des trouvailles archéologiques, notamment une en Norvège qui est très bien conservée. Pour cela, je vous invite à suivre le travail de Dimicator, qui relate non seulement la préparation du fourreau, mais également les sources, de manière tout à fait exceptionnelle. Je vous laisse maintenant avec une petite séquence de mon fourreau porté sur mon équipement militaire de Grande Moravie. Et bien évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se donne rendez-vous pour la suite.